Dans un gouvernement où il y a Pape Ndiaye et Gérald Darmanin, c'est Gérald Darmanin qui va gagner. Je n'ai aucun doute à ce propos. Je ne vois pas Bruno Le Maire tout d'un coup changer de cap et nous dire on va changer, on va bloquer les prix, on va faire une politique en faveur des Français. C'est toujours les mêmes recettes. Et les milieux des entreprises et ce milieu politique, ils sont main dans la main et que c'est un vrai problème. Pas de changement de cap, un faux semblant et des fondamentaux. On ne bouge pas en fait sur le marché. Ce sont des turiféraires du marché, des fanatiques de ça, et on est prévenu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la première affaire, c'est pas la deuxième, la troisième. Depuis le début du quinquennat, on a l'impression que, enfin, je veux dire, c'est plus des casseroles, c'est une cuisine là. Bonjour Paul, Salut. comment tu vas? Écoute, ça va. T'es infligé la liste des ministres, j'ai coupé quand même la liste des ministres délégués et des secrétaires d'État, donc ça va. Oui, ça va. Mais je suis allé chercher quand même un peu les infos, j'ai des petites fiches sur chacun d'entre eux. Ah là, il fait des fiches, hein. C'est gauchiste, il passe leur temps à faire des fiches. Bon, bref, depuis vendredi, on a la liste du gouvernement d'Elisabeth Borne. De manière générale, quel regard tu portes sur sa composition? Quel est le message politique qui nous est envoyé? En tout cas, moi, c'était dur pour moi de sortir de la spéculation un peu dans les médias mainstream sur le fait qu'il y avait un message en tant que tel. Pour moi, c'est quand même un gouvernement appelé 100% pur jus Macron, quoi. Il y a de la technocratie, de la corruption, un peu de poudre perlimpinpin, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron à l'époque. Il n'y a franchement pas grand-chose de nouveau. Il y a quand même aussi la garde rapprochée. Certains ont été promus. Je pense à Gabriel Attal, le porte-parole. Je pense, enfin voilà, il y a des proches. Et puis, il y a un peu d'affichage autour, voilà, on va en parler du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, mais fondamentalement, je ne vois pas de symbolique très différente et je ne vois pas de signal. Parce que d'ailleurs, je pense que Emmanuel Macron n'avait pas vraiment besoin d'un signal. C'est comme d'habitude, c'est de l'affichage. De l'affichage et derrière, les fondamentaux restent. Donc voilà, pour l'instant, pas de surprise. L'expression, c'est un peu je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. C'est vraiment ça le sentiment, à mon avis, de ce gouvernement. Le titre de cette matinale, c'était faire du vieux avec du vieux. Alors, les ministres qui tiennent l'action gouvernementale dans le cadre des frontières nationales sont maintenus. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, donc l'intérieur, la police, Bruno Le Maire, l'argent, la cassette, Éric Dupond-Moretti, la justice. Seuls ceux qui s'occupent de la projection à l'international, comme Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, s'en vont. Mais la projection internationale dépend quand même beaucoup de l'Élysée. Ça, on peut le noter. Il y a vraiment les ministres qui tiennent le pays, ils sont maintenus. Oui, et puis en plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est des gens qui viennent de la droite. Ils sont tous les deux issus des Républicains. Et ça. T'as Bruno Le Maire, t'as Gérald Darmanin. Voilà. Éric Dupond-Moretti, je sais pas. Bon, il était très proche de Nicolas Sarkozy. Effectivement, il était son avocat, et puis il est allé loin pour lui, parce qu'on en parlera. Il a une affaire, il est dans une affaire judiciaire pour son action, on va dire, de service auprès de Nicolas Sarkozy. Mais effectivement, pourquoi c'est important de le souligner, c'est que, comme d'habitude, c'est une politique de droite. Emmanuel Macron, il a passé 5 ans à faire semblant de pas être de droite. Et en fait, il a fait 5 ans en étant à droite. Et puis, au moment de l'élection, il a un peu essayé de rejouer la carte qu'il avait jouée en 2017 en disant « Je suis le centre-gauche modéré, nous sommes des centristes, nous sommes un peu des progressistes, des humanistes » avec un vocable assez flou pour pouvoir dire tout et son contraire. Mais non, les ministères qui comptent, c'est des personnes de droite. Et puis, on le sait, ils ont mené une politique. Je ne vois pas Bruno Le Maire tout d'un coup changer de cap et nous dire on va changer, on va bloquer les prix, on va faire une politique en faveur des Français. C'est toujours les mêmes recettes. Et même quand Elisabeth Borne, elle annonce que la première mesure qui sera discutée, ça sera sur du pouvoir d'achat. C'est toujours la même chose. C'est chèque alimentation. On donne un peu des miettes sous forme de dispositifs techniques que personne ne peut comprendre en détail. Des dispositifs qui sont rétractables. Bien sûr, c'est des dispositifs temporaires, très techniques, pour en fait ne rien changer. C'est des dispositions pour essayer de passer, alors qu'en fait on sait que par exemple, l'inflation et la situation économique va être de plus en plus difficile. Et on peut parler en France
peut-être moins, mais en plus ailleurs, les conséquences, on l'avait évoqué une fois sur ce plateau, les conséquences de la guerre sur la crise alimentaire que ça a provoqué dans un certain nombre de pays, y compris, je pense à l'Afrique du Nord, à l'Égypte, etc. Ça va être catastrophique. Donc, et cette inflation qui en fait vient principalement de l'augmentation des prix de l'énergie. Bref. Et donc du coup, ouais, je pense que pas de changement de cap, un faux semblant et des fondamentaux. On ne bouge pas en fait sur le marché. Ce sont des turiféraires du marché, des fanatiques de ça, et on est prévenu, quoi. Je veux dire, c'est Agnès Pannier-Runacher qui disait c'est magie, l'industrie et l'économie, enfin, je veux dire, avec des étoiles plein les yeux, et tout le monde a trouvé ça ridicule, mais moi je pense qu'ils y croient vraiment, et c'est ça le pire. Alors, parmi ceux qui entrent au gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, historien notamment spécialisé dans la question, pas tout à fait décoloniale, mais disons qui a évoqué cette question, dont l'arrivée au gouvernement irrite la droite, l'extrême droite et certains compagnons de route du macronisme, dont les activistes laïcs, tendance printemps républicain. Une chose est sûre, Pape Ndiaye, sur certains sujets, pense à l'opposé de Jean-Michel Blanquer qui était considéré jusqu'à il y a peu comme le vice-président, c'est-à-dire comme un des idéologues structurant la pensée de ce gouvernement. On commence d'abord par présenter un peu l'universitaire Pape Ndiaye et en quoi voir il est complètement différent sur certains sujets, en tout cas, de Jean-Michel Blanquer. Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater. Mais la chasse à l'islamo-gauchisme. Oui, c'est ça. Là, c'est évidemment le problème parce que ce terme ne désigne aucune réalité. Bien entendu, dans l'université, c'est plutôt une manière de stigmatiser des courants de recherche. Voilà, c'est le jour et la nuit. Qui est Pape Ndiaye au fond ? Je pense que c'est un homme très modéré, c'est un soutien de François Hollande, mais qui a su prendre des positions en fait qui apparaissent en contraste avec Jean-Michel Blanquer comme plus à gauche parce qu'on a une véritable hystérie réactionnaire de la part de ce gouvernement contre les islamo-gauchistes, mais sur d'autres sujets. Pape Ndiaye, il avait aussi pris position sur les violences policières. C'est donc un terme qu'il a utilisé. Alors qu'on sait bien qu'il est dans un gouvernement avec Gérald Darmanin qui n'utilisera jamais ce terme. Et qui s'étouffe quand on parle de violence policière. Voilà, donc on connaît, c'est des propos effectivement provocateurs. Donc je pense que c'est un homme très modéré qui, pour moi, c'est le symptôme de la personnalité un peu extérieure qui va découvrir que tout d'un coup on peut pas faire grand chose. On se rappelle de Nicolas Hulot sur un plateau de radio qui découvre tout d'un coup qu'il y a des lobbies, des multinationales et qu'ils sont là pour faire pression, pour défendre leurs intérêts un peu de façon très naïve ou faussement naïve. Moi je pense que là c'est une personnalité qui a été prise pour envoyer un signal. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'affichage, la poudre de perlimpinpin. On prend quelqu'un, moi je pense qu'en plus il est sincère dans ses convictions quand il défend ça, quand il parle il dénonce le terme d'islamo-gauchisme. Moi, en tant que personne qui suis inscrite dans le cadre de l'université, je suis payé par l'université en tant que doctorant, ça me fait plaisir au sens où la liberté de la poursuite de nos recherches, c'est quelque chose dont on est très attaché en tant que doctorant ou en tant que chercheur, etc. Mais moi, j'ai pas confiance en fait, parce que dans un gouvernement où il y a Pape Ndiaye et Gérald Darmanin, c'est Gérald Darmanin qui va gagner. Je n'ai aucun doute à ce propos. Donc, bon, je pense que, voilà, après, sur ses propos à lui, sur son livre, La condition noire, c'est des réflexions qui m'apparaissent en fait de bon sens. C'est ça que j'allais dire. Modéré peut-être, en tout cas, ses prises de position m'apparaissent de bon sens. Il parle du fait qu'il y a une expérience sociale particulière d'être noir en France. Il montre qu'elle est diverse, parce que quand on est issu d'une immigration subsaharienne ou des Antilles, c'est pas les mêmes histoires, mais il y a des histoires qui amènent à une expérience sociale concrète. Ça, c'est ces termes, expérience sociale concrète, et c'est la discrimination, donc le racisme. Donc après, la façon dont il se positionne, je laisse à ceux qui ont envie d'aller voir en détail comment il y a des débats immenses sur ces questions de le racisme, comment on le qualifie, d'où il provient, quel rôle joue l'expérience coloniale dedans, etc. C'est pas les sujets sur lesquels je travaille moi en plus personnellement, mais bon voilà, c'est à mon avis quelqu'un qui fait des constats qui devrait apparaître comme
comme saisissable dans le débat public de façon détendue en fait. Et je pense que ça n'est pas le cas aujourd'hui, d'où les attaques de l'extrême droite, de la droite, etc. Parce que le gouvernement d'avant, celui avec Blanquer, etc., a mis de l'huile sur le feu de façon volontaire, et parce que c'était un idéologue beaucoup plus proche de l'extrême droite, Jean-Michel Blanquer. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'est quand même positionné avec un collectif féministe d'extrême droite en photo, et le gouvernement a tardé à répondre, à réagir, quoi. En tout cas, le fait est que Emmanuel Macron lui-même, dans un discours récent, disait qu'il y avait deux extrémistes, en gros, l'extrême droite et la gauche, qui est désormais communautariste, qui est anti-républicaine, et lui, il va donc, après avoir alimenté le moulin de Blanquer, il nomme Pape Ndiaye, et on se dit que le macronisme, là, il se pose en opportunisme cynique et attrape tout. Une sorte de logique de triangulation en vue des législatives, je vois pas autre chose. Oui, probablement. Je pense qu'effectivement, il montre que, encore une fois, la ligne directrice d'Emmanuel Macron et de la classe dirigeante, c'est vraiment la contre-révolution sociale. Et il a été capable de naviguer à droite en s'appuyant sur les courants réactionnaires qui s'expriment dans la société. Et que cette fois-ci, pour peut-être qu'ils pensent qu'ils vont vraiment prévenir un vote à gauche avec ce genre de signal. Je j'y crois pas, moi, personnellement. Mais effectivement, il montre que tant que la ligne directrice ne bouge pas, il peut se permettre d'emprunter un peu par-ci par-là, de faire des écarts, parce que ça ira jamais trop loin, à mon avis, et que ces signaux entre guillemets contradictoires sur la ligne à poursuivre montrent qu'il a sa structure, son outillage idéologique, etc. Il peut un peu évoluer, il peut être un peu, symboliquement, il peut apparaître comme plus ouvert qu'il ne l'est, parce que pour lui, ça n'importe pas, parce qu'il ne le laissera pas aller très très loin, et puis puisque ça l'aide, effectivement, de se prémunir. Quand il va être attaqué par la droite, par l'extrême droite, par le Figaro qui fait des unes dégueulasses, etc., il va pouvoir dire, mais vous voyez, je ne suis pas de droite, vous voyez, je ne suis pas raciste, vous voyez, c'est une sorte de bouclier préventif, et en plus, de toute manière, c'est vrai qu'il faudra défendre Pape Ndiaye en tant que personne dès qu'il sera attaqué par l'extrême droite et par la prochaine sortie nauséabonde que quelqu'un va sortir. Ça, c'est une question de temps, quoi. On s'en rappelle avec beaucoup d'autres avant, que ce soit Christiane Taubira, que je n'apprécie pas particulièrement, etc., mais qui était victime de tirs de barrage médiatique extrêmement racistes. Alors, pour Jean-Luc Mélenchon, les choses sont claires. Pape Ndiaye est dans un gouvernement de droite, donc il est de droite. Oui, je pense que c'est une conclusion logique et assez simple, de bon sens. Alors, une autre nouvelle entrante dont on parle moins, c'est Brigitte Bourguignon, qui était jusque-là députée et qui va au ministère de la Santé et qui avait, dans une sorte de cynisme accompli, détricoté la proposition de loi de François Ruffin, une proposition de loi à laquelle il tenait beaucoup, celle sur les salaires des femmes de ménage. Et finalement, François Ruffin avait voté, il n'avait pas voté pour sa propre proposition de loi qui avait été adoptée après avoir été vidée de sa substance. On regarde un magnéto. Qui est contre? Vous êtes contre votre texte? Ah, d'accord, bien. C'est original. Alors, la proposition de loi est adoptée contre son gré. Attendez, faut pas se moquer de moi non plus quand même. Non, mais vous ironisez sur c'est la première fois et tout ça. Non, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez pas entendu dire ça déjà. Je dis vous votez contre. Excusez-moi, mais oui, je vote contre ce texte. Vous votez contre votre propre texte. Mais attendez, faut pas se moquer de moi là. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? Ouais. Oulala. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de vider complètement le texte. Moi, j'avais deux mesures. Un, c'était on survalorise les heures tôt le matin et tard le soir. Vous l'avez viré. C'était les conditions de salaire à l'intérieur de l'entreprise sont les mêmes pour le sous-traitant. Vous l'avez viré. Vous changez le titre. Il n'y a plus parlé d'encadrement. Il n'y a plus parlé de sous-traitance. Il n'y a plus parlé de maltraitance. Et à la fin, ça serait supposé être mon texte. Mais vous rien du tout. Vous éliminez tout. Vous faites les Ponce Pilate, vous renvoyez ça à la négociation collective entre les syndicats et les patrons qui n'avancent pas. Et vous venez de me dire qu'à la fin, ça devrait être mon texte et que je devrais aller dans l'hémicycle pour défendre ce zéro absolu. Mais oui, je parle avec colère parce que c'est quoi
c'est que les gens vont continuer à se lever à 4 h du matin pour venir travailler ici, être payés 3 heures à 10 € et repartir à 13 h. Et ça va continuer. Et avec tous vos beaux mots, toutes vos belles intentions, toutes vos incantations, vous laissez faire ça. Alors j'ai choisi cette séquence qui peut paraître assez longue parce que justement elle est assez révélatrice du macronisme dans sa manière de finalement singer la sensibilité sociale. Et donc Brigitte Bourguignon qui a été à l'œuvre pour détricoter cette loi, c'est-à-dire arracher de l'argent à des femmes très pauvres et éviter de leur donner quelques euros de plus, elle va au ministère de la Santé, le ministère de la Santé qui est un ministère où les personnels ont besoin de revalorisation, où il y a beaucoup de personnel mal payé, comme les aides-soignantes et même les infirmiers. Et donc, ça me semble assez caractéristique. Ouais, mais enfin, ce qui est caractéristique d'ailleurs, c'est la suffisance, l'arrogance et le mépris qu'on voit dans cette vidéo. C'est-à-dire que quand François Ruffin s'énerve, je pense, parce qu'il était assez sincère et qu'il s'est importé, qu'il a projeté longtemps. Moi, je me rappelle, à l'Assemblée, c'était quelque chose que, voilà, il en a fait un cheval de bataille, qui était à la fois un symbole et à la fois quelque chose de très concret pour des personnes concrètes que l'on voit quand on travaille à l'Assemblée. Que eux, ils voient, c'est-à-dire que Madame Bourguignon voit. C'est des gens qui leur permettent d'avoir des tables propres et qui habitent en zone 6, qui prennent le RER pendant 2 heures pour venir travailler 3 heures et retournent 2 heures, etc. C'est des gens qui le voient, qui le connaissent, c'est-à-dire leur sensibilité devrait être interpellée. Bien sûr, et en plus, c'est des fois même pas le RER parce qu'elle se lève beaucoup trop tôt et qu'on prenne des bus. C'est le transport, je crois, et dans son film, on le voit, dans le dernier film de Ruffin, Debout les femmes. Mais oui, et en fait... Bourguignon, c'est une spécialiste de ça, c'est-à-dire de la désubstantialisation d'un texte. Encore une fois, affichage. En fait, quand ils ont été forcés par l'opposition de se positionner sur des sujets, quand le sujet a été soulevé, là par François Ruffin et d'autres, des fois par des associations, et qu'on demande quelque chose qui est mis devant la table, il y a des fois où la Macronie ne veut pas reculer frontalement parce que ce serait trop dur. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, ce sont des femmes qui jouent un rôle essentiel et où beaucoup de gens ont pu sympathiser aussi avec leurs conditions de travail qui sont réellement dures. Et dire comme ça, de but en blanc, non, en fait, on s'en fout, ce serait faire tomber le masque trop vite de leur mépris social. Et donc, du coup, ils prennent un texte, ils font 2-3 amendements, etc. Ils vident de leur substance et ils enlèvent toute la politique qu'il y a dedans, à savoir là, la conflictualité de classe qui se positionnait sur ce sujet, etc. Et c'est une spécialiste de ça, Bourguignon, parce qu'elle a fait aussi ça sur l'aide sociale à l'enfance. Donc l'aide sociale à l'enfance, on parle des enfants placés, des gens qui sont marqués par des parcours très difficiles, des fois marqués par la violence, des fois par les violences sexistes et sexuelles également. Donc, il y avait un projet qui avait été fait en lien avec beaucoup d'associations, y compris qui avait associé des députés de l'opposition de gauche, parce que tout le monde s'était dit, sur un sujet comme ça, il faut agir. Les associations ont fait un travail ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour aboutir à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au dernier moment, il y a eu un amendement. L'amendement a en gros fait sauter, c'est un amendement au premier article, qui avait fait sauter le caractère obligatoire pour les départements de donner un contrat jeune adulte. En gros, permettre que les dispositions qui sont déjà en place pour aider ces personnes continuent à leur majorité. Et au moment du vote de la loi, toutes les associations qui avaient travaillé pour cette loi, dans la même position que Ruffin, ont crié au scandale en disant ils ont tout changé, ils ont appelé tous les députés de gauche pour leur dire ne votez pas ce texte, ils ont tout enlevé. Donc voilà, c'est vraiment une spécialiste de ça. Donc moi je pense que pour la santé, ça n'augure rien de bon. Comme tu l'as dit, c'est un secteur qui a été massacré par le gouvernement précédent, par les gouvernements précédents, parce qu'on peut remonter à Hollande d'avant et Sarkozy. Donc arriver avec quelqu'un qui soi-disant vient du PS, qui est encore une fois faussement social, mais véritablement positionné sur la ligne très très dure de on fait aucun geste et on fait semblant de le faire, mais sur une ligne de trajectoire budgétaire qui sera la même en fait, comme la dernière fois, ça va être à mon avis business as usual comme ils disent. À moins que la Macronie ne gagne pas les élections législatives et est condamnée à une cohabitation. Absolument. Entre les deux tours, Emmanuel Macron avait promis de faire de l'environnement une priorité pilotée directement par le Premier ministre
Formellement, c'est fait. Il y a 2 ministres qui seront chargés de mettre en musique cette politique verte de Macron. Amélie de Montchalin, ancien ministre chargé de la fonction publique, et Agnès Pannier-Runacher, ancienne ministre chargée de l'industrie. Les deux sont, disons, très pro-business, comme le montre le magnéto qui va suivre. Bonjour Madame la Ministre, je suis Edith. Je vis avec moins de 8 € par jour. Je suis retraitée et je n'arrive pas à me chauffer correctement. Je me prive de tous les loisirs. Qu'est-ce que vous envisagez pour des personnes comme moi? Est-ce que, compte tenu de ses moyens, elle n'a pas intérêt à un moment à tout simplement changer son système de chauffage? Au moment où elle changera son système, ça lui coûtera un peu plus cher certainement, mais peut-être qu'en quelques mois ou peut-être même en 2 ans, elle sera capable de s'y retrouver dans ses dépenses et d'en avoir un bénéfice. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience. On ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Alors, par quel effet de magie de tels profils vont pouvoir amorcer une transition écologique sérieuse? Est-ce qu'on ne va pas là vers du capitalisme vert ou du greenwashing, tout simplement, avec ces 2 ministres qui ont été choisis par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne? Ah bah, très clairement, je veux dire, s'il devait pouvoir participer, enfin si elle, en tant que ministre, devrait pouvoir participer d'une transition écologique, il faudrait que la magie ne soit pas métaphorique comme dans son discours, mais qu'elle soit réelle, quoi. Moi, je vois pas je ne vois pas dans quel contexte ces personnes-là peuvent agir, parce que on le voit quand elles parlent, que ça soit face à cette Française retraitée ou devant le parterre de l'industrie, enfin des acteurs économiques, on sent à quel point l'appartenance à la classe dirigeante et à ce cercle de gens pro-business, c'est un délire collectif. Un délire collectif. Elles sont complètement déconnectées de... Elle dit, la ligne de production, c'est pas une punition. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir Agnès Pannier-Runacher, ne serait-ce que tenir une semaine sur une ligne de production, ou imaginons par exemple faire des 3-8, ce serait intéressant de voir comment ça se passe. Mais donc du coup, je pense que c'est pas un hasard si on a pris des profils comme ça, parce que l'écologie, encore une fois, si elle est devenue centrale, si elle pose une question centrale à gauche, si elle est essentielle dans la recomposition de la gauche aujourd'hui, c'est parce qu'elle est une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion, un minima, pour repenser ce système économique, mais sous la forme d'une rupture, à mon avis. Enfin, c'est le débat qui agite aujourd'hui, qui a agité la primaire écolo, qui a agité la question de l'intégration écologique dans l'Union populaire et puis dans les partis de gauche issus du mouvement ouvrier. Et là, je sais pas comment répondre à ta question à part te dire que pipeau, quoi. Il va rien se passer, on va avoir encore des mesurettes, mais comme d'habitude, comme quand ils ont fait la convention climat et qu'ils ont dit on va prendre toutes les propositions, sauf en fait toutes les propositions, je dirais, voilà. Alors, à peine rendu public, le nouveau gouvernement est déjà cerné par les affaires avec les violences sexuelles, les accusations de violences sexuelles qui touchent Damien Abad, ancien président du groupe parlementaire LR, qui a trahi, qui a été retourné par la Macronie, des accusations d'autant plus graves qu'elles avaient fait l'objet de signalements avant sa nomination. On a vraiment l'impression que, vraiment, il y a une sorte d'indifférence complète à cette thématique. Oui, indifférence c'est le terme, d'autant plus que la semaine d'avant on avait eu Stanislas Guerini qui nous avait expliqué qu'il était capable d'aller voir les détails de l'affaire qui concernait Jérôme Perra pour le défendre publiquement sur les plateaux, mais par contre il est incapable d'aller regarder sa boîte mail. Là, on avait un championnat du bottage en touche, et Borne a dit je suis pas au courant, Guerini a dit j'ai pas regardé ma boîte mail, Castaner a dit j'ai rien reçu, silence également chez les LR, silence prolongé parce qu'en fait ils avaient été prévenus, si on en croit les informations de Mediapart, dès 2017 quand Damien Abad était membre de la campagne de Fillon, que dans les milieux militants à droite ça a parlé dans l'article et les révélations de Mediapart, on a
des descriptions extrêmement longues, extrêmement sordides et surtout beaucoup de témoignages de personnes qui sont au courant. Donc oui, le gouvernement, je pense qu'il... Voilà, et puis on a Darmanin qui est toujours visé par une enquête, même si le parquet requiert un non-lieu. Et voilà, on continue dans l'indifférence. Parce que même si le parquet requiert un non-lieu, la question du monnayage des faveurs sexuelles, monnayage avec des personnes en état de fragilité demeure, et même si ce n'est pas pénalement puni, bon, c'est un vrai problème moral quand on est ministre de l'Intérieur de pouvoir avoir recours à de telles pratiques qui visent quand même à obtenir, à marchander quelque chose qui n'est pas marchandable, et finalement c'est de la corruption quelque part. Bah, par principe, c'est un problème effectivement, et en plus c'est le ministère de l'Intérieur, là, Darmanin, c'est-à-dire que c'est un ministère qui déjà est en échec total pour être en capacité de prendre en compte la parole des femmes. Puisqu'on l'a vu, je veux dire, c'est eux qui sont responsables de la police, et on a vu, toutes les associations féministes le montrent, que la prise de plainte est extrêmement complexe, que derrière les affaires sont peu suivies, et qu'en plus derrière ensuite sur la justice il y a aussi des problèmes. Donc sur toute la ligne ça va pas, et alors symboliquement imposer de maintenir cet homme-là, c'est plus que problématique, et c'est dégueulasse en fait. Je pense que c'est ça qu'utiliserait comme terme beaucoup des camarades féministes qui se sont positionnés sur le sujet. Avec Damien Abad, il y a une espèce de bis repetita non placet, quoi, les choses qui se répètent deux fois et qui ne font pas du tout plaisir. Donc bon, et puis en plus voilà, comme tu disais, ils ont été prévenus à l'avance. Bon, j'espère que les personnes qui ont travaillé à l'organisation du MeToo politique là vont pouvoir continuer leur travail, que c'est important. C'est des personnes qui sont plutôt historiquement issues de la gauche, ces personnes-là, mais elles sont impliquées dans la recueil des paroles, y compris à droite. Et donc si sur ces perspectives on peut avoir un vrai travail de fond, moi je souhaite qu'elles puissent continuer, et que voilà, que ça sorte, parce qu'on a toujours, voilà, c'est hyper compliqué comme situation, et il y a du progrès à faire. Alors, il y a aussi la question Éric Dupond-Moretti, qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de ses fonctions, mais qui rempile. Il y a aussi Olivier, alors je ne sais pas comment on prononce, Olivier Dussault, visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt, qui est aussi dans le gouvernement. Oui. Et puis, il y a aussi Sébastien Lecornu, qui est aussi dans une affaire. En fait, c'est la corruption. Mais il faut regarder. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait autant d'affaires de corruption. Donc, pour Dupond-Moretti, ça craint encore. En plus, c'est le ministre de la Justice, quoi. C'est pareil. Ça devrait être inadmissible et inattendable, surtout qu'il a été mis en examen. Donc, et c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait dit, s'il y a une mise en examen, c'est là que je trace la limite. Et puis, cette limite a disparu. D'ailleurs, ça a surpris tout le monde qui garde Éric Dupond-Moretti. Moi, je pense que c'est un scandale. Enfin, voilà, la corruption est partout. Et puis, la corruption, donc là, c'est une corruption qui est liée à sa confrontation. Donc, la confrontation d'Éric Dupond-Moretti avec le parquet national financier, qui est le parquet qui, en plus, a un rôle, à mon avis, extrêmement important, puisque les autres qui sont poursuivis, d'ailleurs, que ce soit Olivier Dussault et ça, il y a eu des enquêtes qui ont été menées par l'Office de lutte contre la corruption et en lien avec le PNF. Donc, bon, on est c'est une super affaire, hein, je dirais. C'est vraiment une confrontation au sein de ce dispositif. Et puis voilà, Olivier Dussault, il s'est fait offrir des lithographies. Si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Il s'est fait offrir des lithographies par un dirigeant de la SOR, qui est une compagnie de secteur de l'eau, qui est quand même importante. Hein, c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires, et qui voilà, et qui gère des partenariats publics-privés autour de l'eau dans les municipalités. Et il s'est fait offrir des lithographies juste après avoir fait un deal, en gros, avec cette compagnie. Le Cornu, c'est une histoire il était administrateur des autoroutes, et puis en tant que président du département de l'Eure, il avait fait un deal. Donc à chaque fois, on voit bien qu'il n'y a pas d'autre terme que corruption. Il y a prise illégale d'intérêt dans les informations judiciaires ou dans les enquêtes, c'est plutôt ça qui sont ouverts, mais la corruption, c'est ça, c'est recevoir de l'argent. On voit que les milieux de l'argent, les milieux des entreprises et ce milieu politique, ils sont main dans la main, et que c'est un vrai problème, parce que, un, ça abîme la démocratie, deux, comment on fait pour ensuite permettre aux gens de croire que toute la classe politique n'est pas corrompue, on peut compter sur certains hommes politiques, certaines femmes politiques, avec ce genre de choses, et en plus le fait qu'ils soient au gouvernement, on se dit, c'est pas la première affaire, c'est pas la deuxième, la troisième,
depuis le début du quinquennat, on a l'impression que, enfin, je veux dire, c'est plus des casseroles, c'est une cuisine, là. Une cuisine Schmitt, hein, parce que c'est une cuisine assez chère. Alors, pour parler de manière spécifique de Sébastien Lecornu, il semble en quelque sorte récompensé, alors qu'il y a une action discutable sur l'outre-mer, notamment en Guadeloupe, pendant la grève générale contre le pass sanitaire. Il avait quasiment militarisé la région en tant que ministre de l'outre-mer. Et bien là, on le met au ministère des Armées. C'est une récompense qui ne va pas faire plaisir en Guadeloupe et en Martinique. Bah, je suppose. Je pense qu'en plus, on l'avait vu pendant la présidentielle et sur le vote, il y avait, quoi qu'on en pense, un vote de colère extrêmement clair. Déjà, en tout cas pour le premier tour, quoi. Je veux dire, ils ont élu Jean-Luc Mélenchon au premier tour et de façon massive. Au deuxième tour, on a vu des votes, en tout cas à minima, je pense qu'on peut dire contestataires, avec l'absence d'Emmanuel Macron comme option en fait, alternative. Marine Le Pen, qui a toujours été, l'extrême droite a toujours été très faible dans les Outre-mer, mais cette fois-ci, la colère les a amenés à aller jusque-là. Il y a certains départements, elle n'a jamais pu atterrir en plus. Hein. Donc oui, effectivement, on sentait la colère. Et bon, cette promotion, elle est à mon avis, le fait de la promotion, ce que je dis, il y a une garde rapprochée. Il y a des gens qui, quand ils ont rendu service, ils sont promus systématiquement. Les Attal, et Sébastien Lecornu, c'est une carrière fulgurante, quoi. Le type, il a enchaîné, il a toujours eu quelque chose depuis le début que Macron est arrivé. Enfin, il a eu des secrétariats d'État, ensuite il a été ministre délégué, puis ministre des Outre-mer. Donc, ouais, je pense que c'est une promotion pour service rendu. Ça, j'ai aucun. Enfin, service rendu, pas au sens. C'est pas un complot ou quoi, c'est juste, ils ont fait le taf. C'est des gens qui suivent la ligne, qui, quand il faut aller au front, n'hésitent rien, parce que tu disais, la répression qui a été engagée, enfin là, c'est ce qu'ils disaient à l'Assemblée, ils ont mis plus de temps à envoyer des moyens que le GIGN. Donc, c'était sans ambiguïté, et donc du coup, ministre des Armées, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas pourquoi, particulièrement ce choix-là aux armées ou pas. Je pense qu'il fallait le récompenser et qu'il fallait le mettre dans un ministère régalien. Merci beaucoup, Paul, pour cette analyse.